Hello et bienvenue sur la chaîne Fille Expat, le podcast qui donne la parole à des femmes inspirantes qui ont fait le choix de tenter une nouvelle vie à l'étranger. Je suis Kelly Barichello et je suis partie seule m'installer aux États-Unis puis au Canada il y a maintenant plus de 10 ans. Que tu sois déjà expatriée / immigrée ou tout simplement curieuse de savoir comment est la vie en Amérique du Sud, en Afrique ou encore en Asie, ce podcast est fait pour toi. Toujours dans la joie et la bonne humeur, j'échange avec mes invités sur leur parcours, les difficultés qu'elles ont rencontrées mais aussi les moments forts. Et comme vous êtes de plus en plus nombreuses à nous écouter en dehors de la France, dans cette saison 6, mes invités et moi, on va te proposer des épisodes quelque peu différents des saisons précédentes afin de te partager certains de nos ressentis ou alors de t'apporter des conseils pour vivre mieux ton aventure. Et si tu souhaites rejoindre les coulisses de Fille Expat, je t'invite à t'abonner au compte Instagram. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Allez, attachez vos ceintures, let's go! Salut à toi qui as décidé de nous écouter aujourd'hui. Alors l'idée de créer ce podcast est partie avant tout d'une colère intérieure en moi qui a commencé à faire de plus en plus surface. J'en avais tout simplement marre que l'on me voit comme un utérus ambulant qui doit constamment être à la recherche d'un partenaire, qui doit vouloir se poser et construire une famille. J'ai donc eu envie de montrer que non, il y a des femmes partout à travers le monde qui ont des histoires tout aussi admirables que celles qui ont décidé d'être une maman et de rester à proximité de leurs proches. Elles sont d'ailleurs déjà 98 à avoir déjà partagé leurs histoires. Aujourd'hui, il était temps que je consacre un épisode unique sur le sujet de la pression sociale, surtout sur les femmes qui se sont expatriées seules et qui ont plus de 30 ans. Et comme c'est un sujet que Charlotte avait également très envie d'aborder, alors nous voilà toutes les deux derrière ce micro. Salut Charlotte. Salut Kelly. Alors Charlotte, c'était une de mes invitées, elle nous a parlé de son expérience Oh punaise, il faut que je recommence. Bienvenue dans les coulisses. Il y aura du montage finalement. Ouais, je crois qu'il va y avoir un peu de montage. C'est clair. Alors Charlotte, c'était une de mes invitées, elle nous a parlé de son expérience d'expatriation en Syrie dans l'épisode 62 et d'ailleurs, j'ai même eu le plaisir de recevoir sa maman derrière le micro dans l'épisode 87. Notre objectif aujourd'hui, c'est essayer de comprendre cette pression mise sur les femmes, mais surtout promouvoir la compréhension et le respect des diverses voies que les femmes auront choisies afin de se sentir heureuses et épanouies. Est-ce que tu es d'accord avec cette petite intro, Charlotte ? Pas du tout. Merci de ton soutien aujourd'hui. Alors, juste pour lancer le sujet, j'ai lu, donc tu sais, j'ai fait mes petites recherches quand même avant de préparer, pour préparer cet épisode. Et une des raisons que, en tout cas, le monde d'Internet essaye d'expliquer cette pression, c'est que la culture française a implémenté profondément des croyances que pour réussir dans la vie en tant que femme, il faut se marier et fonder une famille. Du coup, tu sais, dans les saisons, en général, je propose une petite série de questions vraies ou faux sur le pays. Et bien pour toi, j'ai décidé de faire différemment. Parce je t'ai déjà fait une série sur la Syrie. Oh mon Dieu. Et je me suis dit, attention, elle va être un petit peu compliquée. C'est que je vais plutôt mettre en avant, enfin, on va essayer de mettre en avant 3 femmes qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants et qui pourtant, je pense qu'aux yeux des Français et des Françaises, elles ont réussi dans la vie. Donc je vais essayer de te faire deviner qui elles sont. T'es prête ? Oh punaise. Vas-y. Je vais te donner des indices. Ouais, je sens que je vais me taper la honte. Je suis nulle en nom là. Surtout, j'ai pas révisé. Il fallait me dire de réviser. T'inquiète pas. Je te donne des indices. Premier indice. Si je te dis Coco. Coco Chanel. Eh ben bravo, tu vois. Vraiment, c'était très dur. Hein. Là, on a presque joué à Pyramide là. Coco Chanel. Je t'avais dit que ça allait être facile. Alors, Gabrielle Bonheur, Coco Chanel, c'était une créatrice de mode pionnière et fondatrice de la marque. Je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer qui elle est. Mais bref, elle a quand même révolutionné la mode féminine en introduisant des vêtements confortables et fonctionnels et en popularisant la petite robe noire. Je savais pas que c'était elle qui avait popularisé ça. Mais donc, bien qu'elle a eu des relations et une relation amoureuse avec plusieurs hommes, dont des artistes et des aristocrates, Coco Chanel n'a jamais eu d'enfant. Tu savais ? Oui, je me rappelle parce que j'ai vu le très bon film où joue Audrey Tautou, justement, qui raconte le biopic, en fait, qui raconte sa vie, effectivement. Et c'était fou, surtout à l'époque, encore plus à l'époque de Coco Chanel. C'était assez dingue pour une femme de ne pas avoir d'enfant. Oui, puisqu'elle est née en 1883 et elle est décédée en 1971, donc effectivement. Maintenant, deuxième femme, si je te dis Simone est féministe. Simone de Beauvoir.
Mais bah tu vois Charlotte, tu t'es mis la pression, mais je savais que t'étais capable. Ouais, écoute, Trop j'ai pas facile. Hein. confiance en moi. Alors je ne sais pas si toutes celles et ceux qui nous écoutent la connaissent, mais c'est une écrivaine, philosophe et théoricienne féministe française de renom, elle est très connue. D'ailleurs je crois qu'il y a un film là qui est sorti il n'y a pas très longtemps Peut-être bien. sur son histoire. Et donc voilà, de Beauvoir avait un partenaire à long terme avec un collègue philosophe qui n'est autre que Jean-Paul Sartre. Et elle n'a jamais eu d'enfant. Voilà. Tout à fait. Dernière femme, si je te dis, attention, la vie en rose. Edith Piaf. Non, ah, c'est vrai que ça aurait pu être ça. Oh bah surtout, quoique, est-ce qu'elle a eu des enfants? Je ne sais même pas. Alors si je te donne un deuxième indice, Inception, ou film. Bah non, je vois pas. Marion Cotillard. Bah Marion Cotillard, elle a un fils, elle a Marcel. Ah, bon, bah il va falloir que je supprime. Moi j'ai lu que non. Si, Marion Cotillard, ils ont des enfants avec Guillaume Canet, dont Marcel. Ouais. Et justement, Marcel, c'était l'amoureux d'Edith Piaf qui est mort dans l'accident d'avion. Eh ben dis donc, tu sais beaucoup de choses. Si, Eh ben Marion écoute, Cotillard, Internet elle a m'a des enfants. menti. Si, ouais. Ça, j'ai écrit Cotillard a choisi de ne pas avoir d'enfant, se consacrant sur sa carrière d'actrice et d'autres activités professionnelles. Non, vérifie, mais je te jure, je suis sûre qu'elle a un enfant je te avec crois. Canet. Et même la dernière fois, j'ai vu une interview où son fils, il se moquait d'elle par rapport à une scène dans un film, etc. Non, Ok. ouais. Bon, bah, tu vois que moi et la vie des acteurs et des actrices, je suis nulle de chez nulle. Donc, j'ai raté cette série de 3. Bon, il y en aura quand même eu 2 sur 3. Parce que j'ai pas préparé une 4e au cas où. Donc, Bon, on laissera ça. Il y en a plein. Oh oui, je suis sûre qu'il y en a plein, mais j'en avais Oui. préparé que 3. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc voilà, maintenant je te laisse si tu veux. J'ai toute une liste de choses que je vais aborder avec toi, mais je sais pas si toi tu voudrais peut-être lancer le sujet sur quelque chose en particulier. Pas lancer le sujet sur quelque chose en particulier, je sais pas, peut-être expliquer pourquoi moi j'ai eu envie de parler de ça et quel a été peut-être le point de départ de cette idée. En tant que effectivement femme expatriée à l'étranger, moi personnellement j'ai 35 ans, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas mariée. En tout cas voilà, j'ai personne dans ma vie à temps plein, etc. Et c'est une manière de dire les choses. Et en fait, effectivement, depuis longtemps, mais particulièrement depuis, je sais pas, passé la trentaine peut-être, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe après 30 ans. Les questions sur ton mode de vie, sur tes décisions d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants, de vivre à l'étranger, etc., se font de plus en plus pressantes. Et surtout de la part, je trouve, de personnes qui te connaissent même pas particulièrement. À la limite, avoir des conversations profondes avec tes proches sur ce que tu penses de la maternité, ce que tu penses de la vie en couple, je trouve ça toujours très intéressant. Mais je suis toujours assez choquée des réactions et des questions que se permettent de poser des personnes qui te connaissent pas forcément et qui se permettent de s'immiscer finalement dans ta vie intime en te posant des questions qui peuvent en plus être très problématiques. Enfin, la question d'avoir ou pas des enfants, c'est quand même une question extrêmement intime et qui peut être extrêmement difficile pour certaines femmes. On ne sait jamais ce que cette personne, une femme ou un homme, est en train de traverser dans sa volonté ou pas d'avoir des enfants, etc. Et moi, ça m'a toujours beaucoup choqué le fait de se permettre de poser ce type de questions-là. Et bien évidemment, si je compare avec mes collègues ou amis qui ont la trentaine aussi comme moi, voire plus, et qui vivent le même type de vie que moi à l'étranger, à beaucoup voyager, à vivre ailleurs, j'ai pas l'impression qu'eux reçoivent le même type de réactions, de questions ou de commentaires, et surtout qu'on ne se permet pas d'émettre une opinion sur les décisions d'un homme par rapport à celles d'une femme. Nous, il faut toujours qu'on se justifie sur mais pourquoi tu vis comme ça et pourquoi tu as décidé, peut-être pour certaines personnes, de ne pas avoir d'enfants. Il faut toujours se justifier. Et ça, je trouve ça assez étonnant quand même. Et il y a 2 ans maintenant, j'ai lu le livre de Lucie Azéma qui s'appelle « Les femmes aussi sont du voyage ».
et qui donne beaucoup d'explications à ce phénomène et beaucoup de pistes de réflexion aussi. Et je me suis dit que ce serait intéressant. Moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir et fait avancer en fait sur cette question, sur toutes ces notions-là. Et j'ai eu envie qu'on en discute dans le podcast et qu'on puisse peut-être permettre à certaines personnes qui se posent des questions aussi d'avoir des pistes de réflexion et d'être un petit peu rassurées quant à cette pression sociale. Carrément. Alors j'ai listé un peu par ordre chronologique au niveau de la politique en France, parce que comme elle le dit très bien dans le podcast Le cœur sur la table, ça revient souvent à une question politique. Et effectivement, quand j'ai préparé, je me suis dit waouh, ok, peut-être que ça justifie, entre guillemets, j'aime pas justifier le comportement des gens, mais peut-être qu'il y a une petite explication. Mais effectivement, le livre que tu cites, d'ailleurs je mettrai le nom dans la description de cet épisode. J'ai pas fini de lire, j'avais commencé à lire, tu te souviens, j'ai eu du mal à l'obtenir à la librairie de Montréal. Mais je l'ai eu et j'ai commencé à lire. Et effectivement, en fait, c'est que chaque chapitre, j'avais envie de le relire 2 ou 3 fois parce qu'elle dit tellement de choses dans un chapitre que tu as envie d'essayer d'assimiler tout ça. Je sais pas si toi, tu as pris quelques notes de choses qu'elle cite, mais ça serait peut-être cool qu'on revienne aussi là-dessus. Et effectivement, je sais pas si tu as récemment vu, j'avais publié un épisode où je parle de mon solo road trip et moi, je le dis clairement, maintenant, 37 ans, je veux pas d'enfant. Toi, d'ailleurs, je sais même pas si tu as fait le choix ou pas et ça me regarde pas. Mais moi, en tout cas, je le dis ouvertement maintenant parce qu'en fait, j'en ai marre qu'on me pose la question. Et j'ai une auditrice qui m'avait jamais contactée auparavant et qui m'a écrit et qui m'a dit écoute, je vois que tu as fait ce choix, etc. Mais comment tu as réussi à faire le choix en fait? Parce que moi, je suis dans cette position, mais j'arrive pas à en parler autour de moi, tu vois. Et je lui disais, je fais, mais en fait, intérieurement, tu le sais, si tu vois des femmes avec des enfants, qu'est-ce que tu ressens quand t'es avec eux? Et à l'inverse, quand t'es avec des femmes qui sont plus âgées et qui ont pas d'enfants, qu'est-ce que tu ressens quand t'es avec eux? Mais après, il faut pas avoir peur de le dire, en fait. Ça regarde personne, en fait. Nos choix, c'est notre vie. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, les personnes, ils aiment bien nous juger à l'inverse des hommes où eux, ils ont le droit de voyager, etc. Mais voilà. Mais du coup, avant d'en venir au livre, je vais te parler un petit peu politique. J'espère que je vais pas endormir toutes celles et ceux qui nous écoutent. Et surtout pas toi, parce que c'est la fin de la journée. Moi, ça va, c'est le matin. Oui, comme d'habitude, on est aux 2 extrémités, là. Comme d'hab. Un jour, on se retrouvera bien sur le même hémisphère. Espérons. Avec nos vies un peu étonnantes. Alors, c'est ça. Et sans enfants. Alors, pour expliquer la politique familiale en France, bon, j'ai choisi la France, du coup, parce que vous êtes nombreux à m'écouter depuis la France. 1932, ça a commencé par la loi du sursalaire familial, donc augmentation des salariés de l'industrie et du commerce qui auront au moins 2 enfants. Donc les gars, allez-y, on sort c'est la guerre, etc. Faites des enfants, on augmente les salaires. 1938, ils ont créé les allocations familiales progressives et majoration pour les familles dont la femme n'a pas d'activité professionnelle. 1939, suppression de l'allocation au premier enfant et devient au 3e enfant. Donc là, on dit les gars, 2 enfants, ça suffit pas, faut en faire au moins 3. Faut augmenter. Alors les filles, allez au boulot. On ouvre les jambes. Donc là, en gros, j'ai lu que c'était un objectif vraiment nataliste qui était clairement affiché. 1945, intégration des caisses d'allocation familiale et création du quotient familial afin de privilégier les couples avec enfants. Donc on continue dans cette direction-là. 1946, définition de 4 prestations de la sécurité sociale, donc allocation prénatale, de maternité, etc. Donc là, on définit un petit peu plus les choses, mais encore une fois, pour mettre en avant la maternité. 1965, donc là, ça m'a fait un peu peur quand j'ai vu cette date-là, parce que c'est quand mes parents sont nés, tu vois. Je me suis dit, c'est pas si vieux que ça, finalement. Oui, c'est clair. Et cette loi, c'est une loi qui donne droit à la femme d'ouvrir un compte en banque et celui de travailler sans l'autorisation de son mari, qui ne pourra plus imposer son veto, car la femme était toujours dépendante du code civil napoléonien de 1804, et donc en gros, à part faire des gosses, elle ne pouvait pas faire grand-chose sans l'accord de son mari. Je trouvais ça fou que ça n'a pas changé avant 1965. Vas-y. Ouais, non, mais c'est dingue. Et moi, je pense souvent à cet exemple. Il y a plein de femmes voyageuses
qui en fait se sont mariées, mais juste et certainement pas que des voyageuses, hein, mais qui se sont mariées, par exemple Alexandra David-Néel, qui est une exploratrice extrêmement connue, s'est mariée simplement pour que l'homme avec qui elle était mariée puisse lui envoyer en fait son argent, quoi. Mais elle est partie pendant, je sais plus combien, un de ses voyages a duré peut-être 18 ans, tu sais. Donc c'était un mariage... Ils avaient beaucoup d'affection l'un pour l'autre, mais c'était quand même quelque chose de beaucoup plus administratif, parce que sinon, elle ne pouvait pas obtenir son argent qui lui appartenait, quoi. Donc, elle avait besoin d'un homme pour ça. Et il y a beaucoup d'exemples d'exploratrices. Je crois que c'est la même chose pour Ella Maillard, une exploratrice suisse, qui en plus était homosexuelle. Et en fait, elle a fini par se marier, en fait, aussi pour pouvoir... toucher son propre argent, et ça paraît fou. Et comme tu dis, ce qui est dingue, 1965, quoi. C'est pas si loin. C'est pas si loin. Et ce qui est fou, c'est que c'est ces femmes qui ont dû sacrifier des choses pour pouvoir vivre leurs rêves, alors qu'on n'a pas d'exemple d'hommes qui ont pu faire ça, en fait. Je retourne dans mes petites dates, elles sont plus nombreuses, je vous promets. 1967, droit à la contraception. Enfin. On avance positivement. 1970, loi qui remplace la puissance paternelle par l'autorité parentale conjointe. Donc là, ça veut dire, les gars, vous avez aussi un rôle à jouer là-dedans. 1981, lorsque Mitterrand arrive à la présidence, il y a un tournant politique familial car il souhaite harmoniser les droits et atténuer les discriminations fondées sur la taille de la famille. 2003, prime à la naissance de 800 €. Donc là, je pense que c'est plus pour aider que pour encourager à faire des enfants, mais ça encourage quand même, hein. Toujours. Et 2023, apparemment, il faut faire des enfants pour que le système de retraite soit viable. J'ai lu ça sur Internet. ça donne envie, hein. C'est des belles raisons, en fait, de faire des enfants. C'est ça qui est bien, en fait. Hein? C'est fou, hein. Tu te dis, waouh, quand même. Donc voilà, je voulais juste parler un peu de ces dates-là pour dire que, bon, peut-être que oui, il y a une pression, mais il y a une histoire derrière tout ça. Moi, en tout cas, je pense que de voir tout ça, maintenant, ça va me permettre de peut-être moins réagir agressivement lorsqu'on va me faire ce genre de commentaires, parce que j'avais tendance à devenir vraiment très agressive et à monter tout de suite dans les tours. Donc là, maintenant, d'avoir peut-être un peu d'histoire, je me dis, bon, ok. Ouais. Oui, je vois d'où ça vient. Oui, bien sûr. Voilà, donc je sais pas si toi tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ça. Moi, je pense que les raisons sont nombreuses et de toute façon, même sans regarder au niveau de la politique, avoir des enfants, c'est ce qui est montré depuis toujours comme la chose la plus naturelle au monde pour les femmes, comme ce pourquoi on a été créé, ce pourquoi c'est ça notre rôle premier et essentiel, et c'est inscrit dans de nombreux textes. Donc, t'as plein de domaines dans lesquels notre représentation, elle est mise en avant par rapport à la maternité de toute façon, quoi. On est une femme, donc on sera complète, entre guillemets, que quand on sera une mère. Et je pense que c'est de là que ça vient. Mais encore une fois, je vais redire un truc que j'ai déjà dit dans le premier podcast, c'est que moi je pense qu'il y a beaucoup dans la réaction des gens, encore une fois, leurs propres angoisses qui ressortent. C'est-à-dire que tu as plein de gens, j'avais dit ça pour le voyage, tu vois, de gens qui te renvoient leurs insécurités au visage parce que eux ont peur de voyager, eux ont peur de l'inconnu, etc. Et je pense que c'est exactement la même chose pour le choix de vie d'un célibat et de ne pas avoir d'enfants. C'est-à-dire que t'as beaucoup de gens qui ont peur d'être seuls, qui décident de rester dans des relations amoureuses dans lesquelles ils ne sont pas heureux, et voir quelqu'un en face qui a choisi un autre type de vie alors que eux ça les angoisse, bah forcément c'est la même chose, ils vont te renvoyer leurs insécurités parce que pour eux la solitude, le célibat, le fait de ne pas avoir d'enfants, c'est des choses qui leur font très peur, qui leur font peut-être envie, mais qui leur font aussi vraiment peur. Et donc c'est pour ça que la discussion, elle est souvent biaisée de toute manière avec beaucoup de gens. C'est que tu n'es pas sur un pied d'égalité quand tu discutes, parce que la personne tu fais ressortir toutes ses peurs en fait chez elle. Et donc elle est pas là pour essayer de comprendre vraiment ce que tu ressens.
mais pour essayer de te raisonner parce qu'elle a l'impression que tu fais un truc horrible parce qu'elle, ça lui fait peur, quoi. Ouais, non, mais t'as clairement raison, parce que moi, on m'avait même fait le commentaire, même en dehors de faire des enfants, c'était mais pourquoi t'es célibataire depuis plusieurs années? Enfin, c'est possible? Ouais. Bah, non, en fait, moi, la question, c'est comment c'est possible que toi, t'as jamais Ouais, vécu plusieurs années en c'est étant clair. seule, en fait. Ouais, totalement. Ouais, c'est ça. Et puis, est-ce que c'est pas pire de se sentir seule en couple que quand on est vraiment c'est seul, clair. tu vois? Enfin, je vois tellement d'exemples de couples, mais qui sont malheureux, qui s'entendent pas, qui se retrouvent pas sur... Il y a plein de couples qui fonctionnent, hein, et qui sont des bons couples et qui sont amoureux, je dis pas. Et ça, c'est important aussi, c'est que je ne dis pas que la solution à tout ou le modèle de vie doit être mon modèle. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est que mon message, entre guillemets, c'est de respecter tous les différents modèles, en fait. Et que même si on n'a pas un modèle qui paraît traditionnel ou qui paraît correspondre aux normes, ça veut pas dire qu'on n'est pas heureux. Et d'ailleurs, avoir un modèle de vie ou un modèle de couple qui correspond aux traditions ou qui correspond à la norme ne te garantit pas non plus d'être heureux. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est clair. Moi, je veux juste qu'on calme cette pression. Et encore une fois, j'aime bien discuter, tu vois, avec les personnes justement des choix de vie et des choix d'avoir des enfants ou pas. J'aime bien discuter avec, par exemple, avec d'autres femmes qui ont décidé de pas avoir des enfants. Moi, je sais pas personnellement, je me suis pas décidée, j'ai pas dit oui, c'est bon, là maintenant je sais, je n'en ai aucune idée. Mais pour l'instant, j'en ai pas envie. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Mais je sais que mon évolution, ça a été que je voulais absolument des enfants quand j'étais ado, puis jeune adulte, etc. Dans un schéma très traditionnel comme celui de mes parents, qui se sont rencontrés très jeunes, se sont mariés, m'ont eu, puis mon frère. Et donc, pour moi, c'était ça le modèle idéal. Et pour mes parents, enfin, je trouve que ça leur correspond très bien et ils sont très heureux et c'est vraiment un très beau modèle. Mais j'ai mis par contre très longtemps, moi, à comprendre que, en fait, je m'étais forgé ça par réflexion, dans le sens de miroir, tu vois, par miroir plutôt de ce que je voyais de mes parents. Mais au fur et à mesure de mes décisions dans ma vie, je me rendais bien compte que, en fait, je suis pas trop en train d'aller vers ce truc-là, tu vois. Et j'ai remarqué que, en fait, je faisais que repousser, tu sais. Je me disais, quand j'avais 20 ans, je me disais, bon, non, en fait, mes parents, ils m'ont eu à 21 ans, je me voyais pas avoir un enfant à 21 ans. Mais je me disais, bon, à 25 ans, il faut que je sois casée et mariée, tu vois. Puis à 25 ans, je me disais, non, c'est encore un peu tôt quand même, j'aimerais bien faire ci et ça, et aller là-bas, et machin. Et donc, je me suis dit, bon, allez, à 30 ans, c'est bon. Arrivé à 30 ans, au bout de pas mal d'années, je me suis dit, bon, quand même, ça a pas l'air d'être trop non plus la direction. Et j'ai mis très longtemps à déconstruire, à me dire, en fait, arrête de te mettre un âge ou une espèce de date de péremption, en fait, tu vois. De trucs non, mais t'as jusqu'à tel moment. Et en fait, c'est ça, je crois, qui nous fait perdre les pédales. C'est cette espèce d'âge clé qu'on nous met. Oui, non, vas-y, j'allais dire, ouais, mais tu sais qu'après 35 ans, tes ovaires, attention. Ouais, c'est ça, ouais. Et je me rappelle d'une nuit où j'ai envoyé direct la vidéo à ma mère. Je suis tombée sur une vidéo toute bête là, en scrollant sur Facebook ou sur Insta, de tout un tas de femmes qui ont eu des enfants après 40 ans. Et j'ai eu un espèce de soulagement, tu vois, où je me suis dit, et c'était il y a quelques années déjà, hein, j'avais 32, 33, un truc comme ça. Et je me suis dit, mais tu vois, c'est possible. Et du coup, j'avais ce soulagement de me dire, en fait, j'ai le temps. Et du coup, il y a un stress vraiment en moins, tu vois. Et c'est fou, je me dis, c'est pas normal, en fait, de ressentir ça. Et je lisais un article il y a pas longtemps qui disait que, justement, il faut qu'on réfléchisse, en fait, au discours qu'on a sur cette question de l'âge, etc., etc. Parce que aujourd'hui, dans la science, il y a quand même beaucoup de choses qui remettent en question le fait que, en fait, c'est très compliqué d'avoir des enfants après 40 ans, etc., etc. Et qu'il faut arrêter avec cette pression sociale de dire, voilà, en gros, t'as jusqu'à 35 ans et puis ensuite t'es périmé, c'est quoi. Ça, ouais.
C'est terrible, parce que je pense que ça te fait vraiment, en fait, prendre des décisions que tu prendrais pas forcément si tu n'avais pas cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête en te disant mon Dieu, si j'ai pas maintenant des enfants, bah j'en aurai jamais, quoi. Mais en plus, enfin, je sais pas si tu t'étais déjà renseigné là-dessus, mais un truc que moi je trouve pas très cool en France, c'est que t'as le droit, par exemple, de faire un prélèvement pour faire un don de... Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. D'ovocytes. Voilà, merci. Mais t'as pas le droit de le faire pour toi-même. T'as Ouais. pas le droit de congeler, quoi. Alors, écoute, ben en fait, alors Maintenant, si tu as le droit de congeler, ouais, mais c'est très compliqué et c'est super dur d'avoir des informations et des rendez-vous. Moi, je suis plus ou moins en train justement de faire ça. Enfin, j'ai commencé à essayer de me renseigner, mais c'est très dur d'avoir les infos. C'est très dur. J'ai une copine qui est aussi dans le process et c'est super long, etc., etc. Et ouais, c'est pas si simple que ça et personne ne t'en parle. Aucune de mes gynécos ne m'en a jamais parlé. Enfin, tu vois, c'est un espèce de truc tabou, alors que moi, je trouve ça hyper drôle de mettre ses œufs au frigo. Carrément. C'est quand même... Non, mais pourquoi pas? Mais écoute, si on disait que c'était des spermatozoïdes, là, il y aurait aucun souci. Mais non, ovocytes, non. Non, mais t'as oui, pas le droit, non. Mais c'est ça. Non, mais tu vois, mais pourquoi pas, en fait, si ça peut te permettre de vivre les choses différemment, si ça te soulage, si ça te rassure, si t'as vraiment un désir d'enfant, mais que tu sens que c'est pas pour maintenant et que t'as encore envie de faire des choses dans ta vie avant d'entamer une vie avec des enfants, si on peut baisser cette pression sociale en faisant ça, je vois pas où est le problème, tu vois, si ça peut aider certaines femmes. Peut-être que le gouvernement se fait plus d'argent grâce au divorce plutôt qu'à congeler les ovocytes. Sûrement. Il doit sûrement y avoir une question économique là-dessous, certainement. Tu parlais justement de tes gynécos qui t'en parlent pas. C'est quoi leur tranche d'âge à tes gynécos en général? Est-ce que tu dirais qu'elles sont plutôt dans la tranche jeune ou moins jeune? Bah, là, j'ai une gynéco qui est très jeune, mais enfin, très jeune, je pense mon âge, je me considère comme très jeune. Nous sommes très jeunes. Oui, je sais pas, peut-être un peu moins de 40 ou un truc comme ça. En tout cas, une nouvelle génération de gynéco, quoi, tu vois. Moi, je l'avais prise, elle, parce que, autre problème gynécologique, je voulais me faire poser un stérilet en cuivre. Et tu sais, à un moment donné, on disait que on ne peut pas poser justement les stérilets aux femmes nullipares. Ah bon? C'est un terme que j'aime beaucoup. Ah bon? Oui. Donc, pour celles qui savent pas, moi je savais pas jusqu'à l'époque, les femmes nullipares, c'est les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants. Et pendant très longtemps, il y avait une croyance qui disait que on peut pas poser un stérilet à une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Sauf qu'en fait, il y a plein de choses qui ont changé et mon ancienne gynéco ne voulait pas le faire parce qu'elle était restée sur l'ancienne méthode. Et donc, j'ai changé de gynéco et j'ai elle qui a accepté. Sauf que c'est à peu près la seule chose sur laquelle elle est un peu avancée. Et franchement, le reste des trucs, à chaque fois que je lui pose des questions, ce qui est bizarre parce qu'en plus, elle est spécialiste dans la maternité, tu vois, elle suit des femmes enceintes, etc. Mais à chaque fois que j'ai posé des questions, par exemple, sur des problèmes hormonaux, de SPM, ou ça, justement, pour congeler mes ovocytes, elle savait pas du tout. Et au-delà du fait de ne pas savoir, ce que je lui reproche, c'est surtout le fait de ne pas chercher à savoir, en fait, parce que qu'on sache pas, il y a pas de problème. Mais ça coûte rien de dire, bah écoute, je vais me renseigner, je vais chercher un numéro que tu puisses appeler, etc. Là, à chaque fois, c'est, ah non, je ne sais pas. C'est fou. Voilà, et ça s'arrête là. Donc, bah écoute, moi, là, je m'engage haut et fort, c'est enregistré. Je vais essayer d'insérer dans la description de cet épisode des liens vers des podcasts ou peut-être des articles qui nous donnent, je sais pas si toi aussi, tu as des références que tu peux me donner par la suite. Non. Et peut-être qu'on pourra les insérer, comme ça, s'il y en a qui nous écoutent. Moi, je trouve que, personnellement, j'y ai pensé quand j'étais encore au Canada. D'ailleurs, au moment où je devais poser la question, c'était en fin mars 2020, mais du coup, j'ai été confinée, j'ai pas eu mon rendez-vous. Je comptais poser la question à mes gynécos, mais au Canada, c'est vrai que je me souviens qu'on m'avait prévenu que c'était très cher. Je sais qu'aux États-Unis aussi, c'est quand même très cher. Là, on parle de 5 à 10 000 $. Donc là, il faut quand même être vraiment sûr de vouloir des enfants pour faire ça. Moi, j'étais vraiment pas dans cette position-là au point de dépenser autant d'argent, j'ai envie de dire. Mais je trouve que ça devrait être une opportunité qui est donnée. Même si on doit payer un peu, tu vois, moi, je serais prête à payer peut-être
peut-être pas 10 000 $ non plus, mais Oui, non, c'est sûr. de savoir qu'on a cette... Ouais, cette possibilité-là. Mais tu savais que d'ailleurs, j'ai été surprise quand même par ce statistique-là. Je sais pas s'il est correct parce que maintenant j'ai peur de tout ce que j'ai écrit dans les notes de cet épisode. Mais j'ai lu du coup que la moyenne d'âge, c'est 31 ans pour le premier enfant en France. J'aurais cru que c'était plus jeune que ça, tu vois. Et à l'inverse, il y a 20 ans, c'était 29,4 ans. Ah Ça ouais? me surprend. Ah, c'est fou. Ouais, ça m'a vraiment Ouais, surpris ces c'est clair. chiffres. Mais pour rassurer quand même toutes celles qui aiment poser cette question, la France est quand même la championne d'Europe de de la fécondité. Donc Ah ouais, ne c'est vous vrai? inquiétez pas si Charlotte et moi on a envie de faire le tour du monde et ne pas faire d'enfants. Non, mais c'est clair. Et puis bon, surtout, bon, après, il y a toutes les questions aussi qu'on peut se poser, économiques, écologiques, sociales, etc. Enfin, je pense qu'on est quand même à un moment donné dans l'ère de notre humanité où, même si plein de gens décident de ne pas avoir d'enfants, on va s'en sortir, en termes de démographie. Enfin, tout va bien. Je crois qu'on est même limite un peu trop. Ouais. Donc, Mais on s'en sortira ça pas va avec aller. la retraite. C'est ça qui est dommage. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Le problème, c'est cette retraite. Mais bon, de toute façon, ça pose d'autres questions, on va dire. Ne vous inquiétez pas, moi j'aurai pas de retraite en France, ne vous inquiétez pas pour Ouais, moi. voilà, c'est ça. Nous, on vous coûtera pas d'argent dans tous les cas. On fait pas d'enfants, mais on n'aura pas de retraite non plus. Donc, au moins là-dessus, on est clair. C'est notre petit avantage. Mais C'est ça. tu sais que je lisais aussi que si la France veut aussi mettre en avant le fait qu'ils veulent que les femmes aient des enfants jeunes, c'est parce que ça leur évitera d'impacter leur carrière professionnelle. En gros, plus t'es jeune, plus c'est fait, hein, plus c'est bâclé, plus ensuite tu peux te consacrer à ta vie professionnelle. Et ça aussi, c'est triste comme réalité parce que normalement, peu importe si tu fais un break dans ta carrière, ça ne devrait pas impacter ta carrière professionnelle en fait et ton évolution. Mais bien sûr. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai lu il y a pas longtemps qu'en fait, quand tu es enceinte, tu n'as pas d'obligation d'annoncer ta grossesse à ton employeur. Il y a zéro obligation pour une femme enceinte de dire à son employeur qu'elle est enceinte. Par exemple, pour les femmes qui se posent la question, qui sont enceintes mais en train de passer des entretiens d'emploi, des entretiens d'embauche, pardon, il n'y a pas d'obligation. Et par contre, une fois qu'une femme est embauchée, on n'a pas le droit bien entendu non plus de la virer parce que elle est enceinte, par exemple. Ouais, on n'a pas le droit, mais j'ai bien l'impression que c'est encore... Ouais, bah on trouve toujours des moyens. C'est ça. Tout à fait. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Mais là, hier, tu sais, je parlais justement parce que j'ai fait un post sur Instagram justement pour demander aux personnes qui me suivent justement comment elles réagissent. Donc, je vais donner quelques réponses ici. Mais entre-temps, j'ai aussi une personne qui est venue me parler qui, elle, a voulu garder l'anonymat. Mais même pas seulement le fait de faire un enfant, mais elle me disait, elle, c'était par rapport au fait de faire un deuxième enfant. Et elle m'expliquait qu'en fait, quand elle a eu son premier enfant, elle était assez jeune, elle avait 25 ans. Et elle me disait, moi j'ai allaité pendant 9 mois, j'étais épuisée parce que je me levais toutes les nuits pour faire la tétée, je devais tirer mon lait. Et j'ai quand même repris le boulot après les 3 mois, hein, comme toute femme en France. Ouais. Et elle me dit, et à chaque fois j'allais travailler, je me dépêchais de rentrer pour pouvoir justement être de retour pour l'allaitement, etc. Et elle me disait, elle avait été morte de fatigue, que ce soit mentalement et physiquement, juste elle en pouvait plus. Et que pour elle, les 3 premières années, ça a été très compliqué parce qu'en plus, elle voulait vraiment essayer de passer un maximum de temps avec son enfant. Et quand elle travaillait, du coup, elle demandait aux parents et beaux-parents de garder l'enfant. Et du coup, quand elle avait du temps libre, elle n'osait pas dire « Est-ce que vous pouvez garder mon enfant pour que moi, j'ai un peu de temps libre, tu vois, pour me ressourcer ?» Bah ouais, bien sûr. Et en fait, au bout, une fois que l'enfant a pris l'école et qu'elle avait un peu un sentiment d'enfin pouvoir souffler, là, les gens lui disaient quand est-ce que tu remets ça en fait? Et elle me disait mais j'en ai tellement pleuré parce qu'on me mettait la pression par rapport à ça. Elle s'est mise à culpabiliser parce qu'elle ne donnait pas de frère ou de petite sœur à son enfant. Et elle me dit pendant des années ça m'a détruite quoi. Donc là maintenant heureusement elle est ok avec le fait parce que maintenant son enfant a 10 ans, plus de 10 ans, et elle est ok avec ça. Mais tu te rends compte la durée, le nombre d'années que ça a pris à culpabiliser. Donc s'il y en a qui nous écoutent, s'il vous plaît, non. Enfin moi je lui disais hier, des enfants qui ont grandi seuls, j'en connais plein et ils vont très bien. Il faut pas s'inquiéter avec ça. Bien sûr, bien sûr. Non mais puis c'est ça, encore une fois, c'est vraiment s'immiscer dans l'intimité des personnes. Exactement. Tu sais pas ce que les personnes vivent. Et c'est dur de poser ce type de questions, en fait. Tu t'immisces vraiment dans la vie des gens. Et encore une fois, il y a vraiment une différence entre t'es proche de quelqu'un,
t'es dans une conversation où tu sens que c'est le moment d'aborder des sujets plus profonds et par exemple, t'es avec une amie et tu poses la question, mais de façon pour ton amie, tu vois, pour comprendre ce qu'elle ressent. Pas dans c'est quand que tu le fais, on attend, tu vois. Il y a des manières d'aborder les choses, en fait. Et moi, tu vois, je trouve que souvent... Moi, j'ose même pas. Même si c'est une amie, j'ose pas. Non, je me dis si elle veut m'en parler, elle m'en parlera. Moi, ça dépend. Ça dépend. Je vois vraiment comment la personne, tu sens dans la conversation, si tu peux amener le sujet ou pas. Ou bien je mets un trigger warning, tu vois. Je dis, mais t'es pas obligé de me répondre, hein, ou on change de conversation, tu vois. Et parce que je sais que on me pose la question aussi. Et encore une fois, ça me dérange pas d'en parler, mais ça dépend vraiment de la manière dont on me le dit. Si c'est Gérard qui me dit, t'as 35 ans, faudrait quand même y penser. Là, non, clairement, j'ai pas du tout envie de lui dire, écoute, Gérard, ça te dit qu'on ait une conversation sur le féminisme et la liberté de choisir ou non, tu vois. Donc voilà, je pense que ça dépend vraiment de comment les choses sont abordées, encore une fois, et de la manière d'amener le sujet ou pas. Ouais, et puis ne pas le faire quand il y a des personnes autour aussi, parce que je trouve que exactement. Si c'est un one-on-one, ok, mais là, moi, j'ai bien aimé, j'ai Maïré qui m'a répondu au post. Elle m'a dit, moi, on m'a tellement posé la question que maintenant, je leur dis que s'ils sont d'accord de signer un contrat avec moi qui stipule qu'ils m'aideront financièrement avec la charge financière de l'enfant et aussi physiquement, c'est-à-dire garder mes enfants un certain nombre d'heures par semaine, dans ce cas-là, il n'y a aucun souci. C'est une bonne idée, ça. Ouais, ça, c'est une très bonne idée. J'ai Florence aussi, elle dit, moi je leur dis tout simplement que la question elle est déplacée et des fois elle essaye un peu de le dire de façon provocante aussi pour les mettre eux dans une situation mal à l'aise pour qu'ils puissent pas le refaire à une autre femme. Et j'ai Marjo qui a dit, moi je réponds tout simplement qu'avoir des enfants c'est un choix et non une obligation. Donc voilà. Ouais, tout à Juste fait. s'il y en a quelques-unes qui nous écoutent et qui peut-être n'osent pas trop répondre, ça peut être des pistes en tout cas. Donc voilà. Moi, on a fait un peu le tour de mes notes. Vas-y, toi, je sais pas si t'as autre chose que tu voudrais ajouter. En fait, moi, je voudrais juste... je sais pas, au départ, quand on discutait de cet épisode, c'était aussi au moment où je sortais justement d'une énorme crise existentielle d'1 an, qui s'est terminée il y a 1 an justement, où... en fait, après 10 ans de vie, de voyage, de vie à l'étranger, de pas d'histoire d'amour cadrée, on va dire, il y a 2 ans, j'ai fait une énorme crise existentielle où je me suis vraiment posé la question et c'était la première fois que j'avais ces questions-là de est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants ou pas vraiment ? Qu'est-ce que je suis en train de faire dans ma vie? Quels sont les choix que j'ai faits jusqu'à maintenant? Et est-ce que j'ai envie de continuer dans ces choix-là aussi, tu vois? Et ce qui est rigolo, tu vois, c'est que quand j'ai parlé de ça à certaines de mes amies, justement, et que j'ai dit, je sais plus ce que je veux faire, peut-être qu'en fait, j'ai envie de me marier, peut-être que j'ai envie d'avoir des enfants. Et c'est rigolo parce que j'ai un peu eu le truc inverse, où j'ai certaines de mes amies qui m'ont dit mais non, mais toi Charlotte t'es pas comme ça, toi tu veux pas avoir des enfants, toi c'est pas ça ta vie, c'est pas ça que tu veux. Ah bon? C'est fou, tu vois. Ouais. Et ça venait pas du tout d'une mauvaise intention, tu vois, mais ça venait plus peut-être, je pense, d'une surprise, tu vois, qu'est-ce qui se passe, quoi? T'as jamais eu ce type de questionnement, et là tout à coup je remettais tout sur le tapis, tu vois. Mais à tel point que j'ai fait une petite thérapie pour pouvoir voir où j'en étais dans ma vie, pourquoi j'avais pris les décisions que j'avais prises, est-ce que je voulais continuer comme ça, etc. Et c'est quelque chose qui m'a fait vraiment du bien. Et je me suis rendu compte aussi que j'avais peur de m'enfermer dans une image aussi de fille célibataire pour toujours, etc. Et du coup de continuer certains comportements ou certains choix par enfermement, de la même manière que quelqu'un qui n'ose pas sortir de sa vie de femme mariée peut-être, ou tu vois, qui n'oserait pas prendre certaines décisions, moi j'avais peur d'être de l'autre côté. Et en fait, ce que je trouve important de souligner toujours, c'est en fait la nécessité du choix.
et la nécessité du changement et de la possibilité. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de normes et il n'y a pas aussi de décision définitive. Et en fait, il ne faut pas justement mettre les femmes dans ces catégories-là. C'est pas parce que demain je décide aussi peut-être de me marier et d'avoir des enfants que j'en serai moins une femme indépendante ou que j'en serai moins une exploratrice. Peut-être que je déciderai d'avoir un type de vie différent. Mais j'ai l'impression que, et c'est en ça que j'aime beaucoup le livre de Lucie, c'est que justement, avant, la manière dont on percevait les femmes voyageuses, les femmes exploratrices, et Lucie Azéma, dans son livre, elle parle beaucoup de la représentation des femmes voyageuses et des femmes exploratrices dans la littérature, c'est que c'était toujours des femmes hors de la société, des femmes qui étaient souvent représentées comme des folles ou avec une sexualité débridée, des femmes irresponsables, tout ça. Et ce que ce livre apporte, c'est cette notion justement de nuance. Et je pense que c'est ça qui est toujours très important dans tout ce qu'on fait, c'est la question de nuance. Et la question de on évolue et on peut changer et on peut avoir de nouveaux désirs, de nouvelles envies, de nouveaux projets. Mais l'important, c'est vraiment qu'ils correspondent à ce que nous, on a choisi, en fait. Et moi, j'ai eu besoin de toute cette année de réflexion avec moi-même et cette petite thérapie pour me faire tout poser sur la table et réfléchir à tout ça. Et l'issue de tout ça et de cette année, ça a été de me dire, en fait, là, je continue pas parce que j'ai pris l'habitude de cette vie et que je ne saurais pas en avoir une autre, mais parce que cette vie, je l'aime et effectivement, je l'ai construite depuis 10 ans, mais j'y suis toujours aussi bien et toujours aussi heureuse, donc je re-signe, c'est parti. Mais ça aurait pu être l'inverse. Et je pense que c'est important de dire ça, et c'est important de dire aussi que l'essentiel, c'est de faire les choses en accord avec nous-mêmes, même si on change d'avis, même si on fait d'autres choix dans notre vie, même si à un moment donné on a envie de tout plaquer et de voyager, mais on peut aussi avoir envie de rentrer chez soi. Et moi, de rentrer chez soi, ça peut vouloir dire plein de choses, de rentrer chez soi. Mais j'aime beaucoup aussi les femmes qui disent, parce qu'il y a aussi chez les femmes voyageuses un espèce de truc de compétition aussi maintenant qui est vachement sur les réseaux sociaux, tu sais, moi, je suis la meilleure, moi, je suis la plus forte, moi, je veux plus de cette vie, je veux plus de votre vie de sédentaire, de merde, etc. En fait, c'est pas, pour moi, la vie d'exploratrice, c'est pas la meilleure vie, c'est celle qui me convient à moi aujourd'hui, mais c'est pas celle qui convient à tout le monde. Et l'idée, c'est pas de dire qu'il y a une vie qui est mieux qu'une autre, exactement, mais c'est de savoir s'écouter soi et du coup aussi respecter le choix des autres. Et je pense que c'est c'est à ce moment-là qu'on pourra ne pas avoir cette pression sociale. Parce que tu as aussi des femmes d'une autre manière qui se mettent la pression parce qu'elles ont envie d'avoir des enfants, parce qu'elles se sentent bien dans une vie de famille, elles se sentent épanouies et elles ont envie de ça. Et on attend autre chose d'elles et elles peuvent ressentir un autre type de pression sociale aussi, tu vois. Et je pense que c'est important vraiment que chacun prenne ses propres décisions, respecte celles des autres, et c'est ça qui permettra, et c'est ça la vraie sororité aussi. Ouais. Tu vois, c'est de dire toi, ton choix, ça a été de te marier, d'avoir 3 enfants, mais moi je suis très heureuse pour toi si toi tu es heureuse dans cette vie-là. Mais je serais heureuse que toi tu le sois aussi pour moi, parce que moi je vis la vie que je voulais. Et que j'ai choisi et que j'ai construite, et j'en suis très heureuse. Oui, et puis aussi de se faire confiance, parce que toi, du coup, tu vas, pendant cette remise en question, te dire, mais non, en fait, j'ai confiance en mes choix, j'ai confiance aux décisions que j'ai prises et que je vais prendre. Et c'est ok de changer d'avis, c'est ok de rentrer, comme tu l'as dit. Et oui, vraiment, s'écouter. Mais c'est pas facile de s'écouter quand on a constamment, tu vois, des parasites, justement, de personnes qui sont... Et des fois, il faut apprendre à se protéger et peut-être aller dans des endroits où peut-être vous fréquentez des personnes un peu moins souvent, parce que si vous sentez que ce qui vous est dit peut un peu heurter ou vous faire remettre trop en question,
peut-être s'éloigner un peu, prendre du recul, parce qu'il faut se protéger, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et de toute façon, c'est un vrai travail d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à se connaître, etc. Et moi, l'une des grandes leçons, on va dire, que j'ai apprises ces dernières années, c'est que rien n'est jamais acquis. En fait, la vie, c'est une succession de phases différentes et à un moment donné, tu as envie de ça et c'est ça qui te fait du bien. Et puis, dans 2 ans, dans 3 ans, ce sera autre chose. Tu auras envie, besoin de vivre différemment ou de vivre des choses différentes, tu vois. Et je crois qu'en apprenant à s'écouter, justement, c'est ça qui va te permettre de mieux vivre ces phases de transition, parce que c'est celles qui sont les plus difficiles. Passer d'une phase à une autre, c'est là où c'est le plus douloureux. Et effectivement, du coup, la pression sociale joue un rôle énorme. Moi, je me suis vraiment posé la question de me dire, effectivement, quelle est la part de pression sociale qui joue là dans ma remise en question, parce que j'ai vraiment eu quelques mois où c'était, mon Dieu, mais je crois que je veux un enfant là maintenant tout de suite, quoi. Enfin, très vite, tu vois, ce qui ne m'était jamais arrivé, quoi, mais vraiment jamais arrivé. Donc il y avait effectivement cette question de pression sociale, et je pense que c'est ça qui a fini par me grignoter petit à petit. Après, c'était nécessaire, il a fallu que ça explose, et ça m'a permis de réfléchir à plein de choses et du coup après de me libérer de certaines pressions aussi, et ça m'aidera pour les prochaines crises puisqu'elles viendront aussi. Mais c'est sûr que ça s'apprend aussi, comme tu dis, de se protéger de cette pression sociale, et il faut apprendre à reconnaître surtout les personnes qui sont toxiques dans ton entourage en fait, et de savoir les stopper. Les stopper, et ça c'est dur. Et même ne pas se poser la question, est-ce que je vais regretter plus tard? Laisser ce moment plus tard en fait. Parce que si t'es en train de gâcher ton moment présent à penser à ce que tu vas peut-être penser dans 20 ans, non mais tu t'en sors plus en fait. Ouais, c'est ça. Et puis bon, c'est clair. Et puis bon, je pense aussi que justement, c'est pour ça que cette question de la science me taraude pas mal. C'est que je me dis, ça pourrait aussi permettre quand même de relâcher la pression si on avait de vraies informations sur ce qu'il est possible de faire ou pas. Mais parce que en fait, je crois qu'il faut dédramatiser et désacraliser cette espèce de plus tard. En fait, avoir des enfants, c'est quand même possible tard, et il y a aussi différents moyens d'avoir des enfants. Aussi. Exactement, même si évidemment que l'adoption c'est un parcours du combattant aussi, et c'est pas facile, etc. Mais moi je pense souvent à cette interview de l'actrice Anémone qui a été complètement comment on appelle ça, en fait elle a fait une interview et elle a dit que si c'était à refaire, c'était déjà il y a un moment, hein, mais où elle disait que si c'était à refaire, elle aurait pas eu d'enfant. Et que pour elle, la maternité, ça avait été un fardeau, et que ça avait été très difficile, et que ça avait été lourd, quoi. Elle avait vraiment trouvé ça, elle aimait ses enfants passionnément, mais elle avait trouvé que la maternité était quelque chose de très dur à porter pour une femme. Bon, moi, je trouve ça d'un courage infini de dire ça à la télévision française, et je crois que c'était peut-être même il y a 20 ans, quelque chose comme ça. Et ouais, je pense que si on libère ce discours sur la maternité, ça permettra aussi de déculpabiliser les femmes qui ne veulent pas d'enfants, de déculpabiliser les femmes, en fait d'avoir un discours plus réaliste et plus sincère sur la maternité. Dans la communication, l'écoute, clairement. Totalement. Et du coup de pouvoir se dire, bah ouais, c'est vrai que ça a l'air très dur, et moi, j'ai pas forcément envie, en fait. Merci en tout cas d'avoir accepté cet échange avec moi aujourd'hui. Ça m'a fait extrêmement plaisir. J'espère vraiment que ça va en aider beaucoup d'entre nous. Et je vais essayer de mettre un maximum de ressources dans la description avec le peu de temps que j'ai, parce que c'est la première fois que je suis aussi short en timing entre enregistrement et sortie. Mais j'avais vraiment envie qu'on puisse le faire avant le 100e épisode. Donc merci Charlotte. Je te laisse conclure ce 99e épisode. Et apparemment, le hasard ne fait pas toujours bien les choses, parce que bizarrement, j'ai perdu littéralement les 10 dernières minutes de cet enregistrement. Je sais pas où ils sont. J'ai échangé avec Charlotte, on a essayé de les retrouver, pas moyen. Donc malheureusement, c'est dommage, parce que notre conclusion, donc déjà elle avait une très belle conclusion, mais on est parti aussi dans un fou rire entre l'œuf et la poule, enfin bref. Je pourrais malheureusement pas le partager avec vous. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et encore une fois, j'espère que le message qu'on a voulu faire passer est passé,
Et si toi qui nous écoutes, tu te sens, ou tu sens en tout cas que ton envie du moment ne correspond pas, ou du moins n'est pas très proche de ce que l'image de la société a envie de véhiculer, c'est ok, viens échanger avec nous, on sera ravis d'écouter quelles sont tes envies du moment, tes ambitions, etc. Et c'est ok. Voilà, arrêtons cette pression sociétale. Voilà, c'était notre message. Encore merci à Charlotte, merci à vous. Sans vous, Fille Expat ne serait pas où j'en suis aujourd'hui. Donc un grand merci et je vous retrouve très très vite pour ce 100e épisode qui est un épisode de folie. Je pense que vous n'êtes pas prêts. À bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et si Fille Expat te plaît, surtout n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast puisque ça aide à faire augmenter la visibilité du podcast et c'est gratuit. Merci par avance et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de Fille Expat. Ciao ciao!